Mon Dieu que le temps passe vite ce soir et oui, il est bientôt l'heure de terminer cette émission, mais avant cela, on va recevoir quand même notre dernière invitée de cette soirée. Il s'agit de Aline, elle va nous présenter sa pépinière, il s'agit de Fleurs de Versant. Bonsoir Aline. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Moi aussi, je suis ravie. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre pépinière et pourquoi vous êtes-vous installé du côté de Gel ? Mais écoutez, j'ai travaillé pendant très longtemps dans un bureau, pendant presque 20 ans, et je saturais complètement. J'avais besoin de faire autre chose, d'être au contact de la nature, d'être dehors, de faire quelque chose de concret avec mes mains. Au moment du confinement, je me suis retrouvée à la maison, puisqu'il y avait pas mal d'enfants à la maison qui n'allaient pas à l'école. Et j'ai entamé, du coup, dans la foulée, mes stages pour ma reconversion. Et j'ai eu l'occasion, entre autres, de faire une immersion dans une pépinière de vivaces qui s'appelle Jardifleur, qui est située à Champais. Et c'est une culture qui m'a tout de suite parlé parce qu'on prend son temps, on est très proche du cycle des saisons, il y a toujours un travail différent à effectuer. Un coup, on fait des semis, un coup, on fait des boutures, un coup, on fait de la récupération de graines. En plus, avec les vivaces, c'est magique, il y a des fleurs quasiment toute l'année. Et puis, j'ai rencontré de nombreux jardiniers qui étaient intéressés par le projet de pouvoir se procurer des végétaux plus pérennes, qu'on n'ait pas besoin de replanter tous les ans et qui, au contraire, s'embellissent d'année en année et qui soient produits de façon durable. Et quant à m'installer à Jaël, ça correspondait à mon envie de produire des plantes adaptées à un climat rude, qui peut varier du tout au tout. Cette année, on a été de plus 40 à moins 20 à peu près, pour proposer des choses un petit peu différentes et, comme je le disais tout à l'heure, très durables. D'accord. Alors du coup, quelles sont les différentes catégories de plantes que vous proposez ? Il me semble que ce sont principalement des plantes vivaces, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis essentiellement productrice de vivaces, donc comme on disait tout à l'heure, des plantes pérennes, c'est-à-dire la définition précise, c'est qu'ils durent plus de 2 ans et qu'ils ne produisent pas de bois. Les arbustes ne sont pas des vivaces. Et à l'intérieur des vivaces, il y a tout un tas de plantes différentes. Il y a des plantes mellifères, des plantes à infusion, des fleurs bien entendu, de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, des plantes médicinales. Et j'attache énormément d'importance à produire également des végétaux pour des situations un petit peu particulières, par exemple très très chaudes, très très sèches, ou au contraire complètement à l'ombre, pour proposer le plus de variétés différentes aux plus de personnes différentes. Et en saison, je fais aussi des plants potagers en bio exclusivement. D'accord. Alors vous cultivez des plantes tout au long de l'année. Comment faites-vous pour que vos plantes résistent aux nombreuses variations de climat que nous avons, notamment en été et en hiver ? Voilà, ça c'est tout un sujet. Je vous avoue que l'année dernière, c'était vraiment difficile. Après, globalement, je ne fais pas grand-chose pour protéger les végétaux des aléas climatiques. Je laisse la nature faire son travail. Il y a de la perte, il y a de la casse, on ne va pas se mentir. Mais comme je fais mes propres semis, que je n'achète pas de plants de l'extérieur, ça reste supportable d'un point de vue financier et ça me permet d'être sûr que les plants que je vends sont vraiment costauds. Donc après, j'ai une serre non chauffée, qu'on appelle une serre froide, dans laquelle je peux rentrer des plants si besoin, comme là, ce matin, il faisait moins 12. Et éventuellement, je m'autorise à utiliser des voiles de protection ou des ombrières. D'accord. Oui, vous essayez de rester le plus naturel possible en fait. Oui, tout à fait. Tout comme pour votre serre, vous avez développé également quelques astuces. Oui, tout à fait. Ça, c'était mon premier métier. J'étais dans le bâtiment. Donc, on a construit une serre sur mesure avec un grand mur en pierre qui permet d'accumuler la chaleur et une immense toiture plate, ce qui est rare pour des serres, plane, ce qui permet de récupérer énormément d'eau de pluie et donc une année normale, pas une année comme l'année dernière, de ne pouvoir utiliser que de l'eau de pluie et de ne pas faire appel à l'eau du réseau. D'accord. Alors vous pratiquez l'agriculture biologique. Qu'est-ce que cela veut dire pour vos plantes ? Tout simplement, ça veut dire que j'utilise pas d'engrais ou de produits phytosanitaires d'origine chimique, entre guillemets. Globalement, j'essaye de ne pas utiliser de produits de traitement, même naturels. Je fais plutôt appel aux associations de culture et à un suivi régulier des plantes. C'est-à-dire que je fais le tour tous les jours et je vois celles qui semblent avoir besoin d'un peu plus d'ombre, d'un peu plus de soleil ou d'un peu plus d'eau. Et si vraiment j'ai un souci de maladie ou de parasite, soit je change mon mode de culture. Par exemple, je vais placer les plants à un autre endroit ou dans un autre type de contenant, ou je cesse de les cultiver parce que si elles ne s'adaptent pas à la pépinière, elles ne s'adapteront pas au climat de mes clients. D'accord. Alors nous sommes dans une émission sur le thème de la gourmandise et des saveurs. Les plantes qui nous intéressent aujourd'hui sont donc surtout celles qui ont un côté gourmand. Parmi toutes celles qui existent, comment faites-vous pour choisir celles que vous allez proposer au sein de votre exploitation ? Ah, parce qu'il faut choisir.
Ah bah Non, en j'imagine. vrai, ouais, c'est vrai, il faut, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Mais je fais selon mes coups de cœur. J'ai pas de stratégie vraiment précise. Je fais à l'instinct, suivant ce qui me plaît, ce qui m'appelle. Alors souvent, on fait une première année de culture où on teste la plante dans nos jardins d'essai, et puis avec un ou deux partenaires avec lesquels on travaille sur le long terme, et puis on voit ce que ça donne. Et si vraiment le goût est pas satisfaisant ou pas très novateur, eh ben on laisse tomber. Et puis si ça nous plaît, on se lance. Alors en général, on fait d'assez petites séries, ce qui permet d'offrir une grande variété de choses différentes. D'accord. Alors justement, quelles sont les plantes gourmandes que l'on peut retrouver sur votre exploitation et quelles sont celles qui sont peut-être les plus originales ou insolites? Alors moi, j'ai un faible pour les agastaches, qui sont pas très connues. C'est des plantes qui vont avoir un goût qui va être un petit peu, alors c'est très difficile de définir une aromate, mais un petit peu proche de la menthe. C'est des choses qui sont à la fois très fraîches, très fruitées, très intenses, et ensuite c'est assez facile à vivre, puisque ce sont des plantes qui sont originaires pour la plupart d'Amérique du Nord. Ensuite, j'ai l'aurone, qu'on appelle maintenant la plante coca, mais qui est connue depuis très très longtemps en Europe, qui est une bonne médicinale. Il y en a tellement. Il y a la monarde bergamote qui a un parfum de fleurs à tomber par terre. J'ai du poivre aussi. Là, en ce moment, on a du poivre dans le jardin. Enfin, on vient de le ramasser il y a un mois à peu près. Et puis cette année, donc on teste, on a des cosmos chocolat. Alors le cosmos, c'est la fleur que tout le monde connaît, qui est très facile au jardin, mais ceux-là ont, paraît-il, un excellent goût de chocolat, donc on va les tester. On va faire du gingembre, une nouvelle variété de rhubarbe qui s'appelle la rhubarbe fraise. Euh, voilà, du mélilo qui a un goût de vanille qui est assez intéressant quand on veut plus utiliser de vanille parce que ça vient de loin. Et on attaque des tests sur des capucines et des glycines pardon, tubéreuses, donc qui sont des tubercules. Et on va voir ce que ça donne pour les mettre au catalogue l'année prochaine. D'accord. Et alors vous avez également des plantes gourmandes assez anciennes et parfois même un petit peu oubliées. Du coup, comment faites-vous pour les remettre au goût du jour et les faire connaître au grand public? Et ben je les fais goûter. Ah, vous les faites goûter Sérieusement, directement, oui, oui. d'accord. Oui, oui, j'emmène quand je vais au marché, j'ai toujours des plants sur mon stand qui sont un petit peu de côté, qu'on peut effeuiller pour sentir, ou même les gens téméraires, ils me demandent s'ils peuvent goûter, et je dis oui, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est assez amusant d'ailleurs, parce que comme je fais un petit coin de mon stand, il y a des gens qui me disent ah bah je savais pas que cette plante-là, on pouvait la goûter. Donc je leur dis bah oui, allez-y. Et ils redécouvrent des plantes qu'ils ont dans leur jardin et qui sont parfaitement comestibles et qui sont très bonnes, comme l'oseille, comme les oxalis, comme certaines échinacées. Donc, et puis les gens, après, ils me connaissent puisque je dessert régulièrement les mêmes marchés. Donc, ils finissent par avoir eu le vent de moi et puis ils viennent me poser des questions. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive parfois de leur expliquer un petit peu l'histoire de la plante? Oui, oui, alors je les connais pas toutes, hein, mais c'est vrai que je travaille beaucoup avec des sources bibliographiques assez anciennes pour retrouver justement des plantes qui s'acclimatent bien à l'Europe et qu'on connaissait il y a 2, 3 siècles. Donc oui, quand j'ai un bout d'histoire, je la raconte volontiers. Et alors d'où viennent les graines qui vous permettent de cultiver ces plantes assez sympathiques, assez gourmandes? Eh ben, écoutez, j'achète préférentiellement des graines françaises, me fournies par exemple chez Semences du Puy ou à La Bonne Graine. J'essaie de privilégier des semenciers français et artisanaux parce que c'est un métier qui se perd, qui s'est quasiment perdu, on va dire. Et c'est dommage parce qu'on a besoin de semenciers pour nous proposer des choses sur nos territoires. Et quand vraiment j'en trouve pas, je passe par un fournisseur en Allemagne et un en Suisse alémanique qui font des produits de super qualité et qui sont pareils sur des petites exploitations très respectueuses de l'environnement. C'est pas des grosses machines, quoi. Et après, j'essaye de toujours conserver quelques pieds de chaque cortège de végétaux et de les replanter à la pépinière. L'idée étant de pouvoir faire des graines et des boutures en partant de notre propre matériel végétal. D'accord. Et alors comment doit-on s'y prendre pour continuer à faire pousser vos plantes chez nous? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à respecter ou est-ce que celles-ci sont suffisamment aguerries avec les conditions que vous leur avez imposées chez vous? Alors normalement, elles sont suffisamment coriaces, sous réserve d'avoir pris la peine de les planter au bon endroit, on va dire. Il leur faut un sol qui leur convienne bien, une exposition favorable. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour les jardiniers débutants qui voudraient entamer un jardin et qui ne savent pas par quelle boule attraper, je fais de l'accompagnement paysager, c'est-à-dire que je me déplace, on regarde ensemble le terrain, l'exposition, s'il y a des choses particulières. Parfois, il y a le mur du voisin qui bloque complètement le soleil, des choses comme ça. Les souhaits de la personne. Par exemple, récemment, j'ai travaillé sur un projet de jardin à liqueur. On fait ensemble un croquis proposant des différentes espèces, leur implantation, et je ne plante pas. Ça permet aux gens de mettre la main à la pâte, de faire leur jardin, en ayant bénéficié d'un conseil pour savoir des choses qui s'adaptent ou qui ne s'adaptent pas du tout. Et D'accord. ensuite, il faut savoir que la période de plantation idéale des vivaces, c'est pas du tout la même que pour les annuels. Donc on choisit plutôt des mois d'avril, voire mars s'il fait pas trop froid, ou septembre-octobre, pareil s'il fait pas trop froid. Comme c'est des mois qui sont assez pluvieux, les plantes elles s'enracinent tranquillement, tranquillement, tranquillement. Elles prennent leur temps. Et ensuite, quand le printemps démarre, et ben là c'est l'explosion.
D'accord. Et alors du coup, auprès de quel public vos plantes gourmandes ont-elles du succès? Est-ce qu'il s'agit uniquement de particuliers ou est-ce qu'il y a également certains professionnels qui s'intéressent à vous? Ah non, non, il y a les deux. J'ai la chance d'ailleurs de travailler de façon régulière avec deux restaurants pour le moment. La Pachade à Orcival, dont le chef est Émeric Barbary, et Origine au Broc, près du Soir, dont le chef est Monsieur Adrien Descoules. Mais je rencontre régulièrement des restaurateurs qui sont intéressés par l'idée de faire pousser des aromates, on va dire, en gros, dans leur jardin. C'est d'autant plus intéressant que ça permet d'insuffler un vent nouveau dans la cuisine, d'apporter des nouvelles saveurs avec une très petite quantité de plantes. Donc, c'est pas nécessaire de faire venir des kilos et des kilos de produits exotiques de l'autre bout du monde. On peut tout à fait twister, entre guillemets, sa cuisine, rapporter plein de saveurs insolites avec des petites choses faciles à faire pousser dans son jardin. Et les particuliers, il y en a beaucoup qui viennent me voir, qui sont intéressés par l'idée d'une certaine autonomie alimentaire. Et suivant le moment où on se rencontre, ils vont être intéressés par des plants potagers originaux, parce que j'en ai aussi des un petit peu rigolos, ou par des plantes d'hiver, ou par la perspective de faire un jardin-forêt. Donc il y a vraiment tout un tas de clientèles différentes. Alors du coup, puisqu'on parle justement de restaurateurs, comment peut-on utiliser les plantes gourmandes que vous proposez? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des petites idées de recettes? Alors moi j'en utilise beaucoup cru, comme des aromates, mais par exemple pour faire de la salade de pastèque à la mélisse ou de la salade de melon avec du mélilo. Le mélilo, en fait, si vous voulez, c'est une plante qui était très commune ici, qui est une fabacée, donc en plus qui fixe l'azote dans le sol, donc qui est hyper intéressante à cultiver, et qui a un parfum assez proche de celui de la vanille. Donc en fait, on peut le faire infuser dans quelque chose d'un peu gras comme une crème entière pour faire une crème pâtissière. Et ça donne vraiment un goût très gourmand, très vanillé, très, très fondant à la crème pâtissière. Ensuite, pour débuter, souvent ce qui est facile, c'est de prendre des grandes fleurs d'émérocale. Ça, c'est une fleur qu'on trouve beaucoup dans le coin. Les gens la connaissent mal, mais c'est ce qu'on appelle le lys d'un jour. C'est des grandes fleurs oranges. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Oui, effectivement, Non. tout à fait. Oui, et bien celles-là sont parfaitement comestibles. Et donc, pour débuter, parce que parfois c'est un petit peu difficile de débuter dans la cuisine aux fleurs, parce que c'est un peu, ça bouscule un peu nos habitudes, et ben on peut les farcir avec soit de la salade de fruits, soit un bon fromage de chèvre du coin avec un petit peu d'épices, éventuellement du romarin, de la sarriette, des choses comme ça. Et puis en salade aussi, on peut s'amuser avec des capucines, des onagres, plein de petites fleurs, des pensées. Il y en a toujours dans le jardin des petites fleurs qu'on peut mettre dans les salades. D'accord. Et est-ce que vous proposez également des produits transformés ou alors est-ce que vous vendez uniquement vos plantes telles quelles? Moi, je ne fais aucune transformation. J'ai bien assez de boulot pour les faire pousser et les sélectionner. Après, je travaille régulièrement avec Marion Pouillard, qui fait pousser des végétaux biologiques à gel. Donc, c'est l'entreprise qui s'appelle Contretemps et elle fait des tisanes. Donc, on travaille très régulièrement ensemble. On se fait découvrir des choses mutuellement. Et il y a certaines plantes qui ont grandi à fleur de versan et qui ensuite passent par le séchoir de chez Contretemps pour finir dans votre théière. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Aline, vous nous avez appris Merci, plein de moi choses sur ce que vous faites. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu où on peut vous retrouver directement? Bien sûr, j'ai une page Facebook, donc Fleurs de Versan, fleurs au singulier et versan comme le versan de la montagne, un Insta au même nom. Alors ils sont pas très 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 bien fournis en ce moment parce que c'est l'hiver, donc je sors pas beaucoup. Mais sinon en saison, je vais aux foires de Pont-Gibaud, donc le troisième jeudi de chaque mois, aux foires de Gia, bientôt à Besse, à Aubière, à Beaumont. Et puis je suis à la pépinière dès que je suis pas sur les marchés, je suis à la pépinière. Donc les habituels savent, quand l'accord est baissé, on peut s'arrêter. Et puis là, j'ai pas mal de contacts pour des nouveaux marchés, donc je vais tenir à jour le Facebook avec toutes les dates de marché où on pourra me retrouver. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci infiniment Aline. On vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Merci à vous. Et puis, vous revenez quand vous voulez. On sera ravis de refaire parler un petit peu de vos produits. Et puis, grâce à vous, on a appris beaucoup de choses ce soir. Donc, franchement, on ne peut que ressortir enrichi de cette émission. Merci beaucoup. À très bientôt et on continue avec un peu de variété française avant de clôturer cette émission et de retrouver bien évidemment le cabanon du soir.